Le 30 janvier 1933, Hitler fut nommé chancelier de l'Allemagne. Le nouveau régime national-socialiste avait l'intention d'utiliser la police politique de l'Allemagne pour éliminer l'opposition. Cependant, il fallait surmonter certains obstacles. Le régime national-socialiste voulait établir une police politique centralisée qui rende des comptes directement à la hiérarchie nazie. Pour la créer, il fut nécessaire de réformer le système existant de police décentralisée. Ce processus prit plusieurs années, jusqu'à ce que la nazification de tout le système policier soit accomplie. Ce corps spécial avait pour but d'imposer la paix dans les rues après plusieurs mois de révolte. Cependant, la première mission qui lui fut attribuée fut la persécution des communistes. Pour cela, Rudolf Diels, un ancien fonctionnaire de la police, qui n'était pas d'origine nazie mais fiable, avec une tendance à l'officialisme et une grande capacité de travail, fut mis en charge. On lui donna le nom de Gestapo. Göring eut immédiatement de la concurrence avec Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich, deux nouvelles étoiles dans la hiérarchie du parti qui regardaient avec des yeux avides la nouvelle organisation. Himmler était aux côtés de Hitler depuis les premiers jours à Munich, où une décennie plus tôt, tout le mouvement nazi avait commencé. Sous son commandement, les SS s'étaient étendus, prenant le contrôle de la police bavaroise. Il n'était donc pas surprenant qu'il s'intéresse au développement de la Gestapo, tout comme son collègue Reinhard Heydrich, un jeune national-socialiste intelligent et ambitieux. Les relations entre les dirigeants de l'Allemagne nazie étaient une lutte constante pour se rapprocher de Hitler et obtenir davantage de pouvoir. Organisation et modus operandi de la Gestapo. La Gestapo était composée de fonctionnaires civils, connus sous le nom d'agents de la Gestapo. La plupart de ces hommes avaient une formation professionnelle. Beaucoup avaient travaillé comme détectives ou policiers politiques pendant la République de Weimar. Cependant, tous les agents de la Gestapo n'étaient pas des policiers de carrière. Certains sont arrivés à la Gestapo par le biais des services de renseignement des SS. Ces hommes du Sicherheitsdienst étaient des idéologues national-socialistes avec peu ou pas de formation policière. Ils étaient recrutés dans le cadre du plan de Heinrich Himmler visant à transformer le système policier en une institution guidée par l'idéologie. La mission de la Gestapo était d'enquêter et de lutter contre toute tentative de menacer l'État. Du point de vue des nazis, les menaces à l'État couvraient une grande variété de comportements. Ces comportements pouvaient être de toutes sortes, de l'opposition politique organisée aux critiques d'un individu envers les nazis. Le gouvernement a même défini comme menace l'appartenance à certaines catégories ou groupes de personnes. Pour lutter contre cette large gamme de menaces potentielles, la dictature nazie a accordé à la Gestapo un pouvoir énorme. Une des façons dont la Gestapo accomplissait sa mission était de faire appliquer les lois nazies. Certaines de ces lois définissaient largement les critiques du régime comme des menaces à sa sécurité. Par exemple, une loi promulguée en décembre de l'année 1934 rendait illégales les critiques contre le parti et le régime nazi. Raconter des blagues sur Hitler pouvait être considéré comme une attaque malveillante contre l'État ou le parti, ce qui pouvait entraîner une arrestation par la Gestapo, un procès devant un tribunal spécial et même une incarcération dans un camp de concentration. Mais la Gestapo faisait bien plus que surveiller les comportements individuels. Ces officiers appliquaient l'idéologie nazie, qui définissait des groupes entiers comme des ennemis raciaux ou politiques. Appartenir au Parti communiste ou avoir des ancêtres juifs suffisait pour considérer quelqu'un comme une menace pour l'État et le soumettre à l'attention de la Gestapo. Pendant la décennie de 1930, la grande majorité des Allemands aryens n'eut pas de rencontre avec la Gestapo et ne s'attendait pas à en avoir. Mais la Gestapo représentait une menace constante pour les opposants politiques, les dissidents religieux, les homosexuels et les juifs. Le régime national-socialiste accorda aux agents de la Gestapo un immense pouvoir pour décider du sort des personnes qu'ils arrêtaient. Ce qui était le plus remarquable, c'était qu'ils avaient le pouvoir d'envoyer les détenus directement dans des camps de concentration. Cela était connu sous le nom de Schutzhaft, détention préventive. La détention préventive permettait à la Gestapo de contourner le système judiciaire. Les personnes placées en détention préventive ne pouvaient pas consulter d'avocat, faire appel de leur jugement, ni se défendre devant un tribunal. Dans certains cas, la Gestapo recourait à la détention préventive même pour annuler des décisions de tribunaux.
En général, cela se produisait lorsque la Gestapo estimait que la décision d'un tribunal était trop indulgente. En tant qu'institution, la Gestapo n'était soumise à aucune surveillance légale ou administrative. Cela signifiait qu'aucune autre institution ne pouvait annuler les décisions de la Gestapo, et cette dernière avait le dernier mot. La Gestapo accomplissait sa mission de manière radicale. En Allemagne, elle appliquait les méthodes habituelles d'enquête policière. Cependant, elle le faisait sans aucune limite légale. Elle enquêtait sur les plaintes du public, effectuait des perquisitions arbitraires et menait des interrogatoires brutaux. En fin de compte, les agents de la Gestapo avaient entre leurs mains le destin des personnes qu'ils arrêtaient. Parfois, la Gestapo initiait des enquêtes d'elle-même. D'autres fois, elle recevait des rapports du public. Des voisins, des connaissances, des collègues, des amis et des membres de la famille pouvaient signaler à la Gestapo qu'une personne agissait de manière illégale ou suspecte. D'autres organisations nazies et la police pouvaient également signaler à la Gestapo de possibles crimes et menaces. Dans l'Allemagne nazie, ce type de signalement était appelé dénonciation, et il était souvent motivé par l'idéologie, la politique ou des intérêts personnels. Les conséquences pour les dénoncés pouvaient être très graves. Beaucoup de gens craignaient la surveillance de la Gestapo, mais en réalité la Gestapo avait un personnel limité et n'utilisait ces méthodes que dans des cas spécifiques. Il n'y avait pas de surveillance généralisée de toute la population allemande. C'est pourquoi les dénonciations étaient si importantes. La Gestapo était célèbre pour la manière impitoyable avec laquelle elle menait ses interrogatoires. Les agents de la Gestapo recouraient systématiquement à l'intimidation et à la torture psychologique et physique. Il était courant que les agents de la Gestapo frappent les détenus. Malgré les méthodes brutales d'interrogation de la Gestapo, ces agents ne tuaient pas personnellement ceux qu'ils arrêtaient. Cependant, certaines personnes mouraient pendant les interrogatoires ou sous la garde de la Gestapo. Les agents de la Gestapo avaient le pouvoir de déterminer le sort des personnes. Les agents pouvaient décider d'être indulgents. Ils pouvaient laisser partir des gens, classer les affaires, ou simplement émettre des avertissements et imposer des amendes. D'autre part, ils pouvaient aussi décider d'être impitoyables. Ils pouvaient emprisonner quelqu'un indéfiniment ou l'envoyer dans un camp de concentration. Le seul contrôle de ces décisions venait de l'intérieur même de la Gestapo. L'organisation réussit à convaincre chaque citoyen allemand que l'État les observait et les écoutait. En partie, c'était vrai. Cependant, sa structure n'a jamais été trop volumineuse. Avant la guerre, elle comptait 5000 employés. En 1944, au moment où elle avait le plus de personnel, ils étaient 32 000. Mais on pense que plus de la moitié d'entre eux étaient des employés administratifs qui enregistraient et classaient les informations apportées par les agents qui travaillaient dans les rues. Avec ces chiffres, il est impossible de croire que, comme on l'a pensé pendant des années, la Gestapo avait un de ses employés à chaque coin de rue en Allemagne. Ce qui s'est passé était plus complexe. Un système macabre et efficace de terreur qui s'est enraciné dans la population. Un état de dénonciation massive et permanente. Une toile de peur et de persécution s'est générée, provoquant que la grande majorité des gens soient prêts à dénoncer leurs familles, amis et voisins. La majorité des dénonciateurs étaient des hommes, près de 80%. En général, ils appartenaient aux classes populaires, étaient ouvriers ou employés du commerce. Les maris dénonçaient rarement leurs épouses. Cependant, la majorité des plaintes faites par des femmes concernaient leurs maris. En général, la motivation était de venger des infidélités, d'éviter de nouveaux cas de violence domestique ou de mauvais traitements. Le fait que ces femmes aient été violées, battues ou maltraitées n'était pas un motif d'intervention officielle, mais si l'un de ces agresseurs s'exprimait contre le régime, c'était un motif suffisant pour agir. De nombreuses dénonciations découlaient également de conflits personnels entre amis, voisins et collègues de travail. Il y a eu des cas où des personnes ont été arrêtées en pleine guerre pour avoir fait des commentaires défaitistes dans un bar. Le discours unique s'imposait. Un chef de famille ou une femme au foyer avait peur de faire une observation contre une mesure gouvernementale, de peur qu'un conflit familial ou conjugal ne les conduise à un interrogatoire de la Gestapo. Il y a eu des cas où des citoyens ont été arrêtés pour avoir critiqué la tenue d'un dignitaire ou de sa femme lors d'une réunion sociale, d'autres pour avoir bien parlé d'un écrivain considéré comme un ennemi du régime, ou des cas aussi absurdes que celui d'un homme qui s'est autodénoncé pour être emprisonné quelques mois afin de pouvoir lutter contre son addiction à l'alcool.
Les interrogatoires étaient célèbres pour leur brutalité et leur inhumanité. Aucune norme n'était respectée et les arrêtés n'avaient aucun droit minimal. Ils étaient là uniquement pour fournir plus d'informations ou pour être punis physiquement pour une prétendue infidélité. La torture était courante et d'une cruauté manifeste, dont les officiers allemands se vantaient souvent. Submarins, testicules serrés dans un étau, électrocution, coups au visage, asphyxie prolongée, fractures osseuses. Tout était valable pour obtenir une confession ou une délation. Certains pouvaient sauver leur sort sans avoir à confesser leurs fautes. Pour cela, ils étaient obligés de livrer plusieurs citoyens ordinaires, bien que la torture ne fût pas toujours nécessaire. La manière dont la Gestapo humiliait ses victimes après leur arrestation était tellement répandue que les gens parlaient avant d'arriver à la torture. Reinhard Heydrich a décrit la fonction de la Gestapo qu'il dirigeait avec rigueur. Notre responsabilité est de préserver le folk allemand dans son ensemble, sa force vitale et ses institutions contre toute forme de destruction et de désintégration. Une autre caractéristique qui définit presque à elle seule la Gestapo est que 3 des plus sanguinaires et despotiques hiérarques du Reich ont été impliqués dans sa fondation et son expansion, Göring, Himmler et Heydrich. En fait, les 2 premiers ont été capables de mettre de côté leurs différences et tensions habituelles pour faire en sorte que l'organisme se consolide. Mais c'est Heydrich, bras droit de Himmler, qui avec sa main de fer, son absence de nuance, son astuce et son audace, a établi la nature implacable de la Gestapo telle que nous la connaissons. Reinhard Heydrich est monté en flèche dans les rangs de la Gestapo de manière fulgurante durant l'ère nationale-socialiste. Né en 1904, Heydrich rejoignit le parti et les SS dans la décennie de 1930. Ce qui est moins connu, c'est qu'Heydrich ne se distingue pas seulement par sa brutalité, mais aussi par ses compétences organisationnelles. Il a mis en place un réseau de renseignement efficace et sophistiqué, utilisant des méthodes modernes pour la collecte d'informations. De plus, sa participation à la planification et à l'exécution de la Nuit des couteaux longs en 1934 a consolidé sa position au cercle restreint de Hitler. Adolf Hitler avait confiance en lui. Il lui confiait les tâches les plus cruelles et il les accomplissait avec précision. C'était un technocrate criminel. Rien ne l'intimidait. 9 jours après sa nomination en tant que Reichsführer et chef de la police allemande, le 17 juin 1936, Himmler désigna Heydrich chef de la Hauptamtssicherheitspolizei, qui réunit en une seule agence la Gestapo et les forces d'enquête de la Polizei criminale. Le 27 septembre 1939, la guerre déjà commencée, la Reichssicherheitshauptamt, office de sécurité du Reich, fut créée, qui, contrôlée par Himmler et Heydrich, regroupait tous les services de sécurité allemands. Cette organisation a été divisée en 7 départements. L'un d'eux, le 4e, était la Gestapo dirigée par Heinrich Müller. Heydrich et Himmler partageaient la vision de l'identité des ennemis à long terme de la race allemande et des mesures qu'ils prendraient contre eux. Tout comme Himmler, Heydrich croyait que la destruction des opposants manifestes et visibles n'était pas suffisante pour garantir la sécurité et la survie de la race allemande telle que définie par les nazis. Heydrich était obsédé par la découverte d'informations et de dénonciations, qu'elles soient réelles ou inventées, car il savait que réussir à cela serait son passeport pour entrer dans la haute hiérarchie du Troisième Reich. On disait même qu'il gardait dans son coffre des documents compromettants jusqu'au propre Adolf Hitler. À la tête du Sicherheitsdienst, Heydrich avait pour tâche d'enquêter, d'arrêter et d'éliminer tout élément opposant au régime. Pour cette raison, l'officier nazi a collaboré à l'invasion en cours de l'Union soviétique et pour ce faire, il créa une milice qu'il appela Einsatzgruppen, qui étaient en réalité des escadrons mobiles d'exécution composés de membres des SS, du Sicherheitsdienst et d'autres agents de la police secrète de l'Allemagne nazie. Leur mission était de progresser aux côtés de l'armée régulière et, une fois les populations qu'ils trouvaient sur leur chemin prises, leur objectif était d'exterminer les éléments qu'ils considéraient comme dangereux. Il est estimé que ces escadrons ont mis fin à la vie d'environ 1 million de personnes, parmi lesquelles des dirigeants communistes et des gitans. Devenu gouverneur du protectorat de Bohême et de Moravie, en remplacement de Constantin von Neurath pour réprimer les révoltes constantes de la population, Heydrich s'est vu attribuer le surnom de boucher de Prague. Lorsque, 2 semaines après avoir pris ses fonctions,
il ordonna de fusiller 500 personnes considérées comme des dissidents, dans le but de maintenir ainsi la population dans un état constant de menace. La politique de Heydrich était basée sur une maxime très simple, soit avec moi, soit contre moi, ce qui fit de lui l'une des personnalités les plus détestées des Tchèques, même plus que Hitler lui-même. Les ordres de Heydrich étaient de poursuivre sans pitié tous ceux qui osaient se soulever contre le régime et de récompenser ceux qui collaboraient avec lui. Avec sa femme Lina, Reinhard organisait des fêtes somptueuses auxquelles assistaient des membres de la société tchèque ayant montré leur loyauté envers le protecteur. Ils étaient récompensés par de l'argent, des voyages et des séjours dans des hôtels de luxe. Heydrich devint essentiel dans la solution finale de la question juive, pour laquelle il organisa la célèbre conférence de Wannsee, où les mesures administratives et la logistique de l'Holocauste furent établies. Depuis septembre 1941, grâce à son alliance avec Martin Bormann, Heydrich combinait ses responsabilités de police et de sécurité dans l'empire de Hitler avec le poste élevé de Reichsprotektor de la Bohême-Moravie, remplaçant von Neurath, destitué à cause d'une vague de sabotages et de résistance communiste soutenue par l'Union soviétique après l'invasion allemande de ce pays. À ce poste, il transforma le pays en un état des SS, condamnant à mort 300 personnes et livrant 1200 autres à la Gestapo, en plus de créer le camp de Theresienstadt et de déporter plus de 30 000 juifs allemands et tchèques de ce camp vers le ghetto de Łódź, le gouvernement général et le commissariat du Reich pour l'Ostland. Son succès à détruire la résistance et toute forme d'opposition fut si écrasant que cela fut l'une des raisons de son assassinat, bien qu'il n'hésita pas à embaucher des travailleurs tchèques contre rémunération, ce qui entraîna une diminution de 73% des sabotages en moins de 6 mois, lui permettant de se vanter d'avoir pacifié le protectorat. Cela était également le fruit d'une politique du bâton et de la carotte, un point de fer, avec lequel il punissait les résistants tchèques, les communistes, déportait les juifs, et un gant de velours avec des salaires, des avantages. L'un des collaborateurs les plus proches de Heydrich était Heinrich Müller. Son surnom, Gestapo Müller, devint légendaire, résonnant comme un écho menaçant dans les couloirs de la Gestapo. Avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Heinrich Müller semblait destiné à faire carrière dans le domaine passionnant de l'aviation en tant que mécanicien d'avion. Après avoir terminé un apprentissage en mécanique aéronautique, il rejoignit la force aérienne de l'armée allemande et servit comme pilote d'observation pour l'artillerie pendant la guerre. Après la guerre, il rejoignit la police de sa ville natale et participa à la répression des soulèvements communistes en Bavière. C'est pendant ces années tumultueuses que Müller développa une haine viscérale des communistes, haine qui dura toute sa vie. Sous la République de Weimar, Müller gravit rapidement les échelons grâce à son intelligence et à son attitude énergique, devenant chef du département de police politique de Munich. Bien qu'il fût considéré comme un sympathisant du Parti populaire de Bavière, lorsque le coup d'État nazi eut lieu en mars de 1933, Müller exigea des mesures sévères contre les partisans de Hitler, gagnant ainsi la confiance de Heinrich Himmler et d'autres nazis. Avec le Parti national-socialiste consolidé au pouvoir, les connaissances de Müller sur les activités communistes devinrent de plus en plus précieuses et il fut promu inspecteur criminel en 1933. Bien qu'il montrât parfois peu d'enthousiasme pour le parti nazi, son travail policier était extrêmement efficace et ses méthodes s'adaptaient aux idéaux du régime. En 1934, il rejoignit les SS avec le numéro 107 043 où il gravit rapidement les échelons, devenant connu sous le nom de Gestapo Müller, pour le distinguer d'un autre général des SS portant le même nom. À la fin de la guerre, il avait atteint le rang de général. À partir de 1935, le corps trapu de ce fonctionnaire bavarois, avec la tête carrée d'un paysan et un visage impassible, dur et sec, des yeux perçants et des lèvres minces, était pratiquement à la tête de la Gestapo, bien qu'il n'ait pas été initialement membre du parti nazi. En 1936, Müller devint le chef des opérations de la redoutée Gestapo, la police politique nazie. Bien qu'il ne fût pas membre du parti nazi à l'époque, Heinrich Himmler considéra cela comme un avantage, car Müller pouvait mener des actions policières sans être lié à une adhésion partisane. Müller dirigea la détection, l'infiltration et la répression des organisations opposées au régime nazi,
utilisant sa haine des communistes comme motivation. Grâce à son réseau d'information et à son fervent anticommunisme, il réussit à détruire ces organisations et à maintenir sa carrière en ascension. Müller était un puriste du devoir et de la discipline, un accro au travail qui était toujours au service de ce que son poste exigeait et un serviteur de la nation, indépendamment du parti politique au pouvoir. Il fut nommé inspecteur de la police de sécurité pour toute l'Autriche après l'Anschluss de 1938, tandis que son ami proche, Franz Josef Huber, prenait le commandement du bureau de la Gestapo à Vienne. L'une des premières actions importantes de Müller eut lieu lors du pogrom sans précédent de la Nuit de Cristal, du 9 au 10 novembre 1938, lorsqu'il ordonna l'arrestation de 20 à 30 000 Juifs. Heydrich chargea également Müller, à l'été 1939, de créer une agence centralement organisée pour gérer l'éventuelle émigration des Juifs. Bien que le chef du futur bureau central du Reich pour l'émigration juive fût Heydrich, c'est Müller qui se chargea des détails administratifs du bureau. Peu après, Müller prit le contrôle de ce bureau mais céda ensuite la gestion à Adolf Eichmann. Une fois la guerre commencée, cela mit fin à la possibilité d'émigration des Juifs et mena à la dissolution du bureau. Ce n'est qu'en 1939 qu'il s'affilia officiellement au Parti national-socialiste, n'ayant pas d'autre choix, sur ordre de Himmler, pour pouvoir conserver son poste, et prit en charge la direction récemment créée de la Gestapo, où il commença à jouer son rôle dans la répression de tous les mouvements de résistance au régime. Le têtu et obstiné Müller était très respecté par ses supérieurs, qui admiraient sa compétence professionnelle, son obéissance aveugle et sa volonté d'exécuter des missions délicates, telles que l'élimination de la hiérarchie de l'armée. En tant que chef des opérations de la Gestapo, puis plus tard chef de l'organisation, Müller joua un rôle de leadership dans la détection et la répression de toutes les formes de résistance au régime nazi. Grâce à la confiance de Heydrich et Himmler, Müller joua un rôle clé pour faire de la Gestapo l'organe exécutif central de la terreur nationale socialiste. Selon les historiens Carsten Dams et Michael Stoll, sous sa direction, la Gestapo réussit à infiltrer et, dans une large mesure, à détruire les groupes opposés aux nazis, tels que les réseaux clandestins du Parti social-démocrate de gauche et du Parti communiste. Dans ce sens, l'historien George C. Browder affirme que son expérience et sa haine ardente du communisme garantissaient son avenir. Lorsque Hitler et les chefs de son armée demandèrent un prétexte pour l'invasion de la Pologne en 1939, Himmler, Heydrich et Müller élaborèrent et exécutèrent une opération sous faux drapeau connue sous le nom d'opération Himmler. Lors d'une des opérations, la mission secrète dans une station de radio allemande à la frontière polonaise, Müller aida à rassembler une douzaine de condamnés à mort, qui furent ensuite habillés en uniforme polonais. En échange de leur participation, Müller leur dit qu'ils seraient graciés et libérés. Au lieu de cela, les hommes reçurent une injection létale et des balles pour faire croire qu'ils étaient morts au cours d'une action fictive. Ces incidents, en particulier l'attaque simulée contre la station de radio de Gleiwitz, furent ensuite utilisés dans la propagande nazie pour justifier l'invasion de la Pologne, l'événement inaugural de la Seconde Guerre mondiale. À partir de ce moment-là, Müller continua de monter rapidement dans les rangs des SS. En octobre 1939, il devint Oberführer des SS. En novembre 1941, il fut promu Gruppenführer et lieutenant général de la police. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Müller fut profondément impliqué dans l'espionnage et le contre-espionnage, en particulier parce que le régime nazi se méfiait de plus en plus du service de renseignement militaire, l'Abwehr, qui, sous l'amiral Wilhelm Canaris, était un foyer d'activité pour la résistance allemande. En 1942, il réussit à s'infiltrer dans la Red Orchestra, un réseau d'espions soviétiques, et l'utilisa pour fournir de fausses informations au service de renseignement soviétique. Heydrich fut le supérieur direct de Müller jusqu'à son assassinat en 1942. Pendant le reste de la guerre, Ernst Kaltenbrunner assuma le rôle de supérieur de Müller. Müller occupait une position dans la hiérarchie nazie proche de Himmler, chef suprême de l'appareil policier nazi et principal architecte du plan pour exterminer les Juifs d'Europe, et d'Eichmann, l'homme chargé d'organiser les déportations des Juifs vers les ghettos orientaux et les camps d'extermination. Eichmann dirigeait le bureau de la réinstallation de la Gestapo
et plus tard, le Bureau des Affaires juives, une sous-section du Reichssicherheitshauptamt, section 4. Il était le subordonné de Müller. Müller fut également impliqué dans la politique du régime envers les Juifs, bien que ce soit Himmler et le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, qui aient poussé cette politique. Le 6 octobre 1939, par exemple, Müller ordonna à Eichmann de préparer la déportation de 70 à 80 000 Juifs de la ville polonaise, annexée de Katowice, un ordre qui incluait également la déportation des Juifs d'Ostrava. Dès septembre, la Gestapo ou l'armée avaient déjà planifié cela. 12 jours plus tard, le 18 octobre 1939, il dit à Eichmann qu'il serait bientôt nécessaire d'organiser centralement la réinstallation et le transfert des Polonais et des Juifs vers la région de l'avenir État polonais, à travers le Reichssicherheitshauptamt. Bien que sa responsabilité principale ait toujours été le travail de police à l'intérieur de l'Allemagne, il était entièrement chargé et, par conséquent, responsable de l'exécution de l'extermination des Juifs en Europe. Lorsque Eichmann informa Müller, à la mi-1941, que Himmler lui avait dit que le Führer avait ordonné la destruction physique des Juifs, Müller par exemple, hocha silencieusement la tête en direction de son bureau, indiquant à Eichmann qu'il était déjà au courant. En conséquence, Müller reçut d'Eichmann des rapports détaillés sur les Einsatzgruppen, les escadrons de la mort qui, selon l'historien Raoul Hilberg, tuèrent plus de 2 millions de personnes, dont 1,5 million de Juifs, entre 1940 et 1945. À la fin du mois de juin, Müller envoya Eichmann à Minsk afin qu'il puisse recueillir des informations détaillées sur les activités d'exécution. En août 1941, Müller ordonna que ces rapports sur les meurtres soient envoyés à Hitler. Dans une tentative de maintenir le plus de silence possible sur la brutalité des meurtres de masse qui se produisaient à l'Est, Müller envoya un télégramme aux Einsatzgruppen à la fin du mois d'août 1941, ordonnant explicitement d'empêcher les meurtres de foules de spectateurs pendant les exécutions de masse. Le 23 octobre 1941, Müller envoya une circulaire aux stations de la SIPO interdisant exclusivement toute future émigration juive hors du territoire contrôlé par l'Allemagne, une directive qui annonçait leur extermination imminente. En janvier 1942, il assista à la conférence de Wannsee, au cours de laquelle Heydrich informa des hauts fonctionnaires de plusieurs départements gouvernementaux sur le plan d'extermination, tandis qu'Eichmann rédigeait le procès-verbal. Une fois la conférence terminée, Müller, Heydrich et Eichmann restèrent pour d'autres discussions informelles. Quelques mois plus tard, en mars 1942, les Juifs étaient déjà systématiquement tués dans des camions à gaz à Chelmno et Belzec, tandis que des travaux de construction étaient en cours à Birkenau et Sobibor. Une fois de plus, Müller envoya Eichmann faire un rapport sur ses conclusions concernant les opérations de mise à mort ayant lieu à Chelmno. Lorsqu'Eichmann revint, il rapporta à Müller que la scène était horrible et ajouta que c'était un enfer indescriptible. Lorsque les premiers rapports sur les massacres de masse commis par les Allemands parvinrent à la presse alliée durant l'automne et l'hiver 1942, Himmler ordonna à Müller de s'assurer que tous les corps soient enterrés ou brûlés. L'application et l'administration des politiques de l'hygiène raciale faisaient également partie des responsabilités de Müller, comme le révèle une lettre spéciale qu'il envoya de Berlin à tous les bureaux de la Gestapo le 10 mars 1942. Cette lettre contenait des instructions concernant les relations entre les femmes allemandes et les civils polonais ou les prisonniers de guerre recrutés pour travailler pendant la guerre, en particulier dans les cas liés à une grossesse. Si les deux parties étaient jugées racialement acceptables et que le Polonais souhaitait épouser la femme, la grossesse et la relation étaient autorisées sans conséquences punitives, à condition que l'Office central de la sécurité du Reich donne son approbation après une évaluation photographique des deux parties. Dans les cas où une ou plusieurs parties étaient considérées comme racialement inaptes, l'homme polonais recevait un traitement spécial, un euphémisme nazi évident pour une condamnation à mort. En mai 1942, Heydrich fut assassiné à Prague par des soldats tchécoslovaques envoyés depuis Londres. Müller fut envoyé à Prague pour diriger l'enquête sur l'opération Anthropoïde. Par une combinaison de corruption et de torture, il réussit à localiser les assassins, qui se suicidèrent pour éviter d'être capturés.
Malgré ce succès, son influence au sein du régime diminua quelque peu avec la perte de son patron d'origine, Heydrich. Cependant, entre la mort de Heydrich en 1942 et la prise de fonction de Kaltenbrunner en janvier 1943, Müller joua un rôle central dans l'organisation de l'Holocauste. Les preuves de l'implication directe de Müller dans l'Holocauste abondent dans certains des documents survivants et dans le témoignage ultérieur d'Eichmann, qui révéla qu'il était en contact constant avec Müller. Eichmann se souvint que Müller conservait le pouvoir ultime et, bien qu'Eichmann organisât de nombreuses déportations, seul Müller pouvait inscrire le nombre total de Juifs transportés en haut des rapports correspondants. Lorsque la contre-offensive de l'armée rouge contre les Allemands déployés lors de la bataille de Stalingrad, à la mi-novembre 1942, commença à faire des ravages, les exigences de la guerre imposèrent une augmentation de la production d'armes. Müller joua son rôle en répondant et en facilitant la demande de Himmler pour entre 30 et 40 000 travailleurs forcés supplémentaires. Le chef de la Gestapo les rassembla dans des centres de détention et des prisons qui ne faisaient pas encore partie du système des camps de concentration et les envoya à Majdanek et à Auschwitz. À un certain moment, en 1943, Müller fut envoyé à Rome pour faire pression sur l'Italie fasciste afin qu'elle coopère à la déportation de ces Juifs. Malgré le soutien apparent de Benito Mussolini, les efforts de Müller furent largement infructueux, car des figures juives influentes en Italie étaient en contact avec la police et l'armée. Elles firent appel avec succès à leurs convictions religieuses partagées, italiennes et juives, et les convainquirent de résister à la pression nazie. En 1943, Müller entra en conflit avec Himmler sur la manière de gérer les preuves croissantes d'un réseau de résistance au sein de l'appareil d'État allemand, en particulier dans l'Abwehr et le ministère des Affaires étrangères. En février 1943, il présenta à Himmler des preuves solides que Wilhelm Canaris était impliqué dans la résistance. Cependant, Himmler lui ordonna d'abandonner l'affaire. Offensé par cette décision, Müller devint un allié de Martin Bormann, chef de la chancellerie du parti nazi, qui était le principal rival de Himmler. Selon Rudolf Mildner, un officier de la SIPO et du Sicherheitsdienst au Danemark, le chef de la Gestapo, Müller, lui ordonna à l'automne 1943 d'arrêter le physicien atomique lauréat du prix Nobel, Niels Bohr. Cela était probablement dû au fait que Bohr était à moitié juif, bien que son importance scientifique intéressait également les responsables à Berlin. Heureusement pour Bohr, une femme allemande compatissante travaillant pour la Gestapo l'avertit, lui permettant de fuir à travers le détroit de Kattegat vers la Suède pendant l'évacuation des Juifs du Danemark. Plus tard, Mildner déclara commodément lors des interrogatoires alliés qu'il avait désobéi à l'ordre de Müller et permis à Bohr de se mettre en sécurité. Au début de 1944, Müller émit l'ordre nazi connu sous le nom de « Directive du cartouche ». Cet ordre ordonnait que les prisonniers de guerre soviétiques ayant aidé à identifier des commissaires politiques détenus en vue de leur liquidation soient exécutés en tant que Geheimnisträger, porteurs de secrets. Des instructions comme celle-ci, ainsi que de nombreux autres crimes commis sous son commandement, firent de Müller l'un des fonctionnaires les plus redoutés d'Europe pendant le règne nazi. Après la tentative d'assassinat contre Adolf Hitler le 20 juillet 1944, Müller fut chargé d'arrêter et d'interroger tous les suspects impliqués dans la résistance. Plus de 5000 personnes furent arrêtées et environ 200 exécutées, y compris Canaris. Peu de temps après l'exécution des résistants antinazis, Müller aurait déclaré « Nous ne commettrons pas la même erreur qu'en 1918. Nous ne laisserons pas nos ennemis allemands internes en vie. » Dans les derniers mois de la guerre, Müller resta à son poste, apparemment encore confiant dans une victoire allemande. En décembre 1944, il déclara à l'un de ses officiers que l'offensive des Ardennes aboutirait à la reconquête de Paris. En avril 1945, Müller était parmi les derniers loyalistes nazis rassemblés dans le Führerbunker, tandis que l'armée rouge avançait vers le centre de Berlin. L'une de ses dernières missions fut d'interroger Hermann Fegelein, officier de liaison de Himmler auprès des SS, dans le sous-sol de l'église de la Trinité, après que Himmler eut tenté de négocier la paix avec les alliés occidentaux dans le dos d'Hitler. Fegelein fut fusillé après qu'Hitler eut destitué Himmler de toutes ses fonctions. La secrétaire d'Hitler, Traudl Jung,
rapporta avoir vu Müller le 22 avril. De plus, elle ajouta que Müller avait assumé les fonctions précédentes de Kaltenbrunner en tant que directeur du Reichssicherheitshauptamt, Jung, et l'Oberscharführer Rochus Misch, opérateur téléphonique du Führerbunker, se souvinrent avoir vu Müller le 30 avril, date de la chute d'Hitler.